Vous êtes en train de chercher des opportunités. Vous êtes sorti d'une école où vous avez d'expérience, où vous voulez changer de poste. Alors, il vous faut un bon CV. Alors, qu'est-ce qu'un CV? Un CV est plus qu'une liste de compétences et d'expériences. C'est une carte de visite personnelle qui ouvre les portes et crée des opportunités. Il doit raconter une histoire authentique. Il doit refléter votre parcours unique et convaincre les recruteurs que vous êtes la personne idéale pour le poste. Je m'appelle Innocent Najikon, je suis un socio-anthropologue, je travaille sur les questions de développement humanitaire. Et donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour voir comment élaborer le CV de A à Z. Donc, vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez apprendre également de vos points forts. Je vous invite également à liker, à partager, à vous abonner. Celles-ci sont des sections vraiment clés qu'il faut que ça apparaisse sur un CV. D'abord, il y a l'entête. Nous allons avoir le temps d'aller dans chaque partie et détailler chaque partie par partie. Donc, pas de panique à ce niveau-là. Donc, il y a l'entête. Nous allons dire quelles sont les informations qu'il faut mettre dans l'entête d'un CV. Après, il y a le profil personnel ou le texte descriptif. Le profil personnel, c'est en fait, c'est le résumé en une phrase ou deux phrases de ta formation, de ta compétence et aussi de ta vision de carrière ou de ton objectif de carrière. Donc, il faut que cette information-là, tu puisses cerner. Maintenant, pour les gens qui n'ont moins d'expérience, c'est-à-dire qui n'ont pas assez d'expérience, là, du coup, c'est peut-être un texte descriptif pour dire que oui, ils savent faire ça, ou ils aiment faire ça, ou ils ont tel objectif, ainsi de suite. Donc ça décrit vraiment ta pensée, ta vision de la vie personnelle, la vie professionnelle à ce niveau. Et du coup aussi, je me suis posé beaucoup de questions quand j'ai vu des gens qui sont inscrits dans la formation. Il y a à la fois des gens qui ont des expériences, il y a aussi des étudiants. Et vous imaginez que c'est difficile pour moi d'adapter un module de formation qui est dédié à... Il y a des seniors qui sont là parmi vous, il y a des juniors, il y a des étudiants, ainsi de suite. Donc c'est vraiment difficile. Donc je vais essayer d'aller le plus standard que possible. Alors, il y a l'expérience professionnelle, bien évidemment. L'expérience professionnelle, nous allons aussi revenir dessus. Après, il y a la formation, il y a aussi la certification. Donc, la formation est différente de la certification. Nous allons aussi revenir dessus. Il y a la compétence. Donc, dans la compétence aussi, nous allons catégoriser les types de compétences, et les langues aussi. Et enfin, les centres d'intérêt et les références. Donc, nous allons revenir détail par détail de chaque partie. Alors, l'entête de CV. Que doit-il contenir l'entête d'un CV? En premier lieu, il y a la photo. Bien sûr, il y a des débats. Dans certains pays, on ne met pas les photos. Dans certaines circonstances, on ne met pas les photos. Mais ça dépend. Mais l'idéal, c'est tenir compte de l'environnement auquel on évolue. Donc là, c'est un débat. Mais bon, pour le moment, on peut mettre le CV dans son CV tout en prenant connaissance de l'environnement. Maintenant, après, il faut mettre le nom complet. Il faut bien mettre ton nom tel que écrit dans ton document, en tout cas, d'identité officielle. Maintenant, il faut mettre l'adresse là où tu habites. C'est intéressant de mettre les adresses. Les adresses, ce n'est pas pour dire que je suis à Dakar et tu mets Dakar. Non, les adresses, c'est plus en détail que ça. Donc, c'est vrai que c'est difficile en Afrique, dans certaines villes, d'avoir vraiment les adresses exactes, mais essayer d'être plus précis que possible. Les numéros de téléphone aussi, c'est important de mettre les numéros de téléphone avec les indicatifs, bien sûr. Ça permet à la personne de voir, en tout cas, dans quel environnement. Et il y a certaines personnes qui peuvent aussi mettre le numéro de téléphone d'une personne qui est plus proche d'eux, afin que cette personne, si on rate, on pourra l'appeler. Et il est important aussi d'informer à cette personne-là que tu as mis son numéro à ce niveau-là. Et l'adresse email, il est intéressant de ne pas créer des adresses email. Il faut créer l'adresse email qui reflète le plus possible que ton nom.
Donc, éviter les adresses email qui n'ont rien à voir avec ton nom, qui parlent d'autres choses. C'est vraiment important, il faut créer les adresses toujours qui reflètent ton nom. Maintenant, enfin, il faut mettre le lien de ton profil LinkedIn. Bon, ça c'est tout un webinaire, mais le LinkedIn aujourd'hui apparaît comme une plateforme vraiment qui est reconnue internationalement en matière d'opportunités, en matière de recrutement, en matière de sélection des talents. Donc les recruteurs aussi, ils sont dans cette plateforme-là. Donc la même chose que tu as mis dans ton CV, il est intéressant de mettre la même chose aussi dans ton profil LinkedIn. Et c'est important, des plateformes de recrutement, que vous allez aller dans les plateformes de recrutement, dans des organisations où on vous dirige dans le site des organisations. Parfois, on vous demande juste de mettre votre lien LinkedIn et directement, ça remplit automatiquement le reste. Donc, c'est vraiment important de bien remplir son profil LinkedIn. L'ISCAD aussi, bon, l'ISCAD de nos jours, c'est moins en moins considéré. Mais bon, si tu en as, tu peux aussi les mettre parce que ici, maintenant, tout se passe Teams, Zoom, et ainsi de suite. Mais bon, le profil LinkedIn, ça, vraiment, je recommande fortement. Moi, parfois, même, il y a des recruteurs qui m'ont approché, qui m'ont, par exemple, suggéré de postuler dans tel poste ou de tel poste, ou directement, ils m'ont demandé de les envoyer mon CV. Donc, à partir de LinkedIn, on peut décrocher même les opportunités quand si on met certains paramètres. Donc, ça, c'est tout un module pour ça. Donc, c'est juste une parenthèse que j'ouvre par rapport à cela. Et voilà comment ça se présente. Ici, c'est même pas compliqué, c'est très simple. Par exemple, la personne, c'est un nom imaginaire. Hein. Je mets ici Ibrahim Saleh, adresse 123 rue du projet 75 000, voilà, Dakar, Sénégal. Donc, c'est plus précis à ce niveau-là. Et c'est aussi une adresse imaginaire. Après, maintenant, on a le numéro de téléphone avec l'indicatif. Donc, on peut mettre autant. Si, par exemple, si tu es sur un poste, tu es à l'international, tu as, par exemple, l'adresse, le numéro de téléphone de ton pays, le numéro de téléphone de là où tu es. C'est là intéressant de mettre tous les deux numéros là-bas avec les indicatifs. C'est important. Maintenant, l'adresse email. Vous voyez ici, ça reflète son nom, Saleh Ibrahim. Donc, du coup, cette adresse, c'est une adresse professionnelle. Il y a des cas aussi que Google peut ne pas accepter, par exemple, s'il y a un Saleh Ibrahim qui a créé un compte quelque part, bon, on vous demande de mettre un chiffre là-bas, il n'y a pas de problème. Mais il faut vraiment ne pas mettre le nom des animaux, mettre le nom d'une autre personne, puis de suite, ce n'est pas vraiment recommandé. Ça apparaît comme une personne qui n'a pas vraiment une certaine responsabilité, voilà, en termes de l'autre. Donc, ça aussi, c'est l'adresse LinkedIn, comme j'ai dit. On va essayer de voler. Maintenant, on avait dit il faut mettre la photo. Mais maintenant, il ne faut pas mettre n'importe quelle photo. C'est aussi ça la question. Donc, nous allons essayer de voir comment il faut mettre la photo. Donc, du coup, j'ai pris en compte le profil, le cadrage, la tenue, le sourire, l'environnement, la lumière. Donc, dans la première photo, vous allez voir que là où c'est pas bien, on a coché en rouge. Par exemple, dans la première colonne, le profil, voilà, c'est pas bien parce qu'il a porté le chapeau. Voilà, le cadrage aussi, tu vois, c'est un peu à côté. La tenue aussi, tu vois, c'est pas trop approprié, mais il y en a. Et l'environnement, oui, c'est pas approprié. Regardez de bien lui, imaginez dans quel environnement il est. Et la lumière aussi, c'est pas vraiment trop adéquat. Donc, ainsi de suite, on a fait le checking de toutes ces photos-là. Donc, on est arrivé à une photo qui remplit tous ces paramètres-là. Donc, c'est un exercice que vous devrez faire de même. C'est-à-dire essayer de voir quelle est la photo que je dois mettre dans mon profil. Et ne pas n'importe quelle photo, il faut le bien l'encadrer, il faut voir l'environnement. Maintenant, il y a des secteurs, par exemple, il y a des gens qui font dans la restauration, ils peuvent porter par exemple les tenues avec les chapeaux, les gens qui font dans la santé, ou qui peuvent porter aussi, je ne sais pas, les blouses ou encore les trucs dans la tête qui symbolisent leur métier. Mais attention à ce niveau.
Si par exemple, si vous avez travaillé dans le secteur de restauration et que si vous voulez vous reconvertir dans notre métier et que vous avez fait une formation qui vous permet de reconvertir dans un autre métier, il est question maintenant de ne plus mettre les photos dans la tête. Il arrive qu'il y a des gens où on regarde ça, on dit que mais finalement, il peut chercher ici. Donc, il est important aussi d'essayer de refléter l'image de ce qu'on fait dans ce qu'on représente auprès du recruteur. Alors, après, les informations, le profil personnel maintenant. Nous avons vu la photo. Après, maintenant, c'est le profil personnel, où j'ai dit une description ou encore un objectif. Ici, c'est vraiment recommandé. Donc, il ne faut pas mettre aussi n'importe quoi. C'est là où je dis comment rédiger un profil personnel qui soit efficace. Donc, il faut mettre en tête, il faut résumer votre parcours professionnel. C'est-à-dire ici, il faut vraiment avoir en tête, c'est vraiment tout un art. Le CV, c'est tout un art. L'information que tu peux, par exemple, avoir sur une page, il faut être à mesure de le dire en un mot. C'est vraiment ça, en tout cas, la logique. Si on comprend cette logique, l'information qui est plus, mais on essaie de le rendre moins. Et pour que ça reflète aussi le reste de l'information. Donc, il faut vraiment, de manière brève, résumer le parcours. Après, il faut aussi voir les points forts et les compétences clés. Et toujours, ce n'est pas le même profil personnel qu'on peut présenter pour tous les CV, pour tous les postes qu'on postule. Il faut l'adapter en fonction des postes. Et c'est là où il est important dans un poste, avant de postuler, il faut vraiment prendre le temps de lire les job descriptions. Parce que le recruteur essaie de donner des informations plus détaillées pour que tu comprennes à quoi il s'attend. Et tu devrais aussi communiquer avec ces job descriptions de la vie de recrutement pour te permettre d'aménager ton CV. Les gens, par exemple, qui vont prendre le même CV, dès qu'ils voient un avis de recrutement, même ils l'envoient là-bas. Ils prennent le même CV, ils l'envoient ici. Ce n'est pas comme ça. Chaque avis de recrutement égale un CV. On ne va pas prendre un même CV pour postuler pour tous les postes ou pour toutes les organisations. Ce n'est pas possible. À ce niveau, il faut vraiment avoir chaque poste égal à chaque CV. Et il faut l'adapter en fonction de cela. Et les informations que vous mettez, regardez dans le job description de recruteur, qu'est-ce qu'il a mis là-bas. Essayez de communiquer le plus possible avec cela. Parce que quand dans un job description, il y a plusieurs tâches, il y a aussi des gens qui vont aller vous copier des tâches là-bas pour mettre ici. Non, ça le recruteur, il sait. Ce que tu as à faire, il faut vraiment synthétiser et il faut être vraiment percutant dans la communication que tu choisis. Donc, enfin, il faut aussi voir l'objectif de carrière. Qu'est-ce que toi tu vises comme carrière? Qu'est-ce que tu vois, qui te voit comme objectif? Donc ici, c'est là où j'avais dit, pour des débutants qui n'ont pas vraiment d'expérience, profil étudiant, ils peuvent dire par exemple qu'ils ont milité dans une association ou encore ils ont l'objectif de ils ont une facilitation d'intégration. Tu vois, ils sont formés dans ça, ils apprennent vite. Ce n'est pas le même CV pour tous les types de profils. Pour les débutants, c'est différent. Pour les seniors, c'est différent, et ainsi de suite. Donc, essayez d'être en tout cas plus objectif possible. Maintenant, nous allons voir un exemple, bien sûr, comment on peut présenter le profil. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ici, par exemple, pour quelqu'un qui veut postuler, en tout cas dans un poste de chef de projet, je vais essayer de lire. Chef de projet expérimenté avec un diplôme en management des projets. Donc, il a résumé déjà son parcours académique ici. Et 5 ans d'expérience dans la gestion des projets complexes dans divers secteurs. Dans divers secteurs, ça peut être, par exemple, si on est dans le développement humanitaire, on peut parler de sécurité alimentaire, on peut parler de réhabilitation, on peut parler de la santé, et ainsi de suite. Donc, diverses thématiques. Maintenant, le recruteur, ça veut dire que l'information est passée ici, le recruteur va maintenant écouter le candidat en plus de détails. Maintenant, il dit compétent en planification et stratégique, en gestion des parties prenantes et utilisation des outils de gestion des projets. Donc, voilà son point fort. Voilà sa compétence qu'il met en avant. Et sachant que cette compétence, il faut que ça soit aussi
plus ou moins similaire à ce que le recruteur a mis dans son job description. Parce que le recruteur, il met toujours ça dans son job description. Il faut essayer de voir et de le faire. Et enfin, maintenant, comme j'avais dit, l'objectif ou sa vision, il dit qu'il est passionné par l'optimisation des processus et la conduite des projets à succès. Donc, ça veut dire quelqu'un qui est soif de succès dans tout ce qu'il fait. Donc, voilà, c'est ça, sa personnalité. Voilà, c'est sa vision des choses. Voilà comment il se met à faire quelque chose. Donc, ça, c'est mais pour celui qui n'a pas d'expérience, il n'est pas obligé d'étaler ça, mais il faut qu'il sache qu'il va présenter son parcours, il va présenter un peu ce qu'il a fait et aussi sa vision des choses. Deuxième présentation pour un comptable. Donc, voilà, s'il y a des comptables parmi vous, bon, voilà, ils sont bienvenus pour écouter peut-être ça, ils pourront améliorer. Donc, ici, il dit par exemple, comptable expérimenté avec 3 ans d'expérience dans la gestion des finances d'entreprise, ayant travaillé dans divers contextes au Mali et au Bénin. Ça, c'est très important. Par exemple, pour des personnes qui ont des expériences à l'international, donc, du coup, il essaye de communiquer cela pour dire que oui, il connaît 2 environnements et donc, du coup, ça lui donne plus de chances par rapport aux autres. Donc, il dit maintenant, ça, c'est les compétences. Il maîtrise des 3 logiciels de comptabilité reconnus. Je ne vais pas les citer. Et je possède également une solide compréhension des normes comptables internationales. Tu vois, lui, il se positionne à l'international. Et il dit maintenant qu'il est compétent aussi dans l'analyse financière, la préparation des rapports et l'optimisation des processus financiers. Maintenant, sa vision, sa passion, maintenant, il a une capacité avérée à travailler efficacement en équipe et à s'adapter rapidement à de nouveaux environnements de travail. Et là, c'est très important. C'est une compétence, vraiment, c'est une vision précise que, en fait, les recruteurs, ils aiment une personne qui peut rapidement s'adapter dans un environnement. Parce que dans un poste, quand tu arrives, pour les personnes qui ont déjà occupé des postes de responsabilité, il faut s'adapter dans un environnement, il faut comprendre ainsi de suite. Donc, il y a certaines personnes qui vont mettre tout le temps possible. Et donc, le recruteur, il veut quelqu'un qui veut rapidement venir s'intégrer dans cet environnement-là et avancer des choses au lieu de quelqu'un qui va venir passer 3 mois sur un poste et essayer de comprendre cela. Donc, c'est 2 présentations que j'ai eu à faire des profils, mais vous pouvez l'adapter en fonction de vos profils, où il y a des gens déjà qui font ça, je sais déjà. Donc, voilà, ils peuvent essayer de voir ainsi de suite. Allons-y à l'expérience professionnelle. Dans l'expérience professionnelle ici, en fait, je vais m'arrêter un instant. Si est-ce que mon message passe bien, je ne sais pas. Ok, donc il n'y a pas de réaction, je pense que ça se passe bien. Ok, donc ici, il y a des informations qu'il est important de mettre en avant. Comment on doit les structurer? D'abord, c'est le nom de l'entreprise. Et le lieu aussi, c'est important. Il y a des gens qui vont occuper le poste dans différentes zones, mais si tu n'essaies pas de dire dans quelle zone tu as travaillé, par exemple, si le recruteur il dit dans son job description, on veut des personnes qui, au fait, ont travaillé, connaissent bien l'environnement géographique. Pardon, monsieur Innocent. Oui. On ne voit pas l'écran. Vous ne voyez pas l'écran? Oh, oui. Ok. C'est depuis ou bien c'est maintenant? Non, c'est maintenant. Je vois que voilà, c'est bon maintenant. C'est bon. Maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Ok, donc je disais alors, là, il est important de dire dans quelle organisation tu as travaillé. Parce que les organisations souhaitent savoir dans quelle organisation tu travailles, parce qu'il y a certaines organisations qui ont des objectifs similaires que les autres, ou encore qui travaillent dans le même secteur. Et c'est important pour le recruteur de savoir. Et le lieu aussi, c'est important. C'est là où la connaissance de la zone est vraiment très importante pour le recruteur, qui veut recruter quelqu'un, par exemple, qui connaît le contexte du Sénégal, qui connaît le contexte du Tchad, qui connaît le contexte du Bénin, ou encore du Togo, ou du Mali, j'en passe.
Donc, il est important. Et maintenant, dans un pays, il y a toujours la zone. Par exemple, si tu as travaillé, je prends l'exemple du Mali, si tu as travaillé à Caille, il est important de mettre Caille, virgule, si possible de mettre la région, et après mettre Mali. Donc, c'est important. Si c'est au Niger, si tu as travaillé par exemple à Difa, tu mets Difa, tu mets la région de Difa, et après tu mets le Niger. Donc, c'est essayer d'être plus explicite que possible. Et les postes occupés aussi. Vous n'allez pas aussi me dire qu'il y a des gens qui vont mettre ISAGE, alors qu'il n'y a pas de poste de ISAGE. Donc, je suis désolé de le dire, mais dans le CV, il faut mettre ISAGE dans tel. C'est-à-dire, tu es ISAGère, mais tu travailles sur quelque chose. Tu as une responsabilité. Donc, essayez, si dans certaines organisations, on ne t'attribue pas vraiment un titre de poste, mais il y a le domaine de responsabilité auquel tu es assigné. Donc, il faut dire, par exemple, ISAGE au programme, ISAGE dans le département de tel, ISAGE en finance. Donc, il y a toujours des responsabilités. Il y a certains postes d'ISAGE, on met le titre de poste. Mais c'est le poste, c'est l'ISAGE. Donc, il ne faut pas mettre simplement ISAGE, il faut essayer de communiquer. Maintenant, la date de début et de la fin, ça aussi c'est très important. Je tiens à souligner parce que j'ai vu des CV, par exemple, on me demande, on a demandé 3 ans d'expérience pour un poste. Et les gens qui ont postulé, les gens par exemple qui ont mis 2002 assistant, voilà, assistant chef de projet, voilà, ou quelque chose comme ça. Après, il met 2003, tel. Il met 2001, il s'arrête là. Donc, à ce niveau-là, il m'est difficile de voir à quelle durée la personne a fait sur le poste. C'est difficile pour moi de capitaliser combien d'années d'expérience qu'il a fait. Et donc, je n'essaie pas d'entrer dans sa tête pour comprendre, ni aussi de l'appeler, parce que je n'ai pas le droit de l'appeler du moment où son dossier, et je n'ai pas d'ailleurs le temps de le faire. Donc, imagine à ce niveau, tu pourras perdre l'opportunité, alors que si tu mets la date est différente de l'âge. La date, par exemple, si je travaille en octobre 2021 à décembre 2021, du coup, le recruteur sait que tu as fait 3 mois. Ou si tu veux aller plus loin que ça, par exemple le 1er octobre à 31 décembre. C'est vraiment ça. Donc, essayez vraiment de mettre la date. C'est très important que de communiquer l'année. Et là, du coup, le recruteur n'arrive pas à comprendre combien de temps tu as mis sur le poste, alors qu'il veut savoir combien d'années il a déjà mis dans son barème des années d'expérience qu'il souhaite. Donc, c'est très important. Maintenant, la réalisation clé ou la responsabilité, ou encore, dans certains cas, on peut parler de tâches effectuées. Donc, ici, n'allez pas copier le job description du poste auquel on vous a recruté. Non. C'est vrai que vous allez vous inspirer de ces job descriptions, mais il n'est pas question d'aller coller là-bas. Ça, il faut vraiment éviter cela. Et là, du coup, ça aide même le recruteur de voir que tu prends le job description, tu viens, tu copies là-bas, tu prends tout le temps. Non. Il faut essayer d'aller focus sur le résultat, c'est-à-dire la réalisation. Qu'est-ce que tu as eu à faire? Quelle responsabilité tu as eu à occuper? Et tu peux mettre toi en avant, c'est suffisant. C'est là où je dis que si tu es capable, si l'information sur une page ou 2 pages, il faut être capable de résumer en 2 phrases ou encore 3 phrases. C'est ça vraiment le résultat synthétique. Et c'est là qui nous amène dans le débat de combien de pages va comporter le CV. Bien sûr, on va discuter de cela, mais je tiens déjà à souligner cela maintenant. Ça peut gonfler les pages de CV alors que tu pourras bien synthétiser cette information-là juste en 3 phrases ou encore en 3 bullet points, et ainsi de suite. Donc, il y a un exemple, bien sûr, qu'on va voir pour essayer de voir comment on peut le faire. Alors ici, ça c'est pour les seniors. Pour aussi les débutants ou encore les personnes qui ont moins d'expérience ou les étudiants, il y a d'autres exemples. Donc ici, la personne a occupé par exemple le poste du chef de projet senior. Je ne vais pas mentionner le nom de l'entreprise ici pour faire la publicité, mais j'ai juste mis entreprise XYZ. Donc, il a occupé où? Il a occupé à Dakar. Et Dakar, c'est où? C'est au Sénégal. La période, c'est quoi? C'est de janvier 2021 et présent. Présent, ça veut dire qu'il est toujours sur le poste. Et c'est important de le signifier au recruteur. Ça peut te sauver.
ne dites pas que c'est parce que vous êtes sur un poste que le recruteur ne va pas vous appeler. Non, ce n'est pas possible. Si le recruteur il cherche quelqu'un, il cherche des gens qui peuvent faire la tâche. Et lui-même, d'ailleurs, il sait que s'il travaille sur un poste, il peut aussi chercher un autre poste. Donc ça, il n'y a même pas de problème pour que vous cachiez ça au recruteur. Si vous êtes sur un poste, vous dites, vous êtes là jusqu'à présent, c'est tout. Ce n'est même pas un souci. Le recruteur va essayer toujours de négocier avec vous si vous êtes recruté, de voir le délai, combien de temps donc, vous allez faire pour quitter votre poste. Et là, du coup, il n'y a même pas de problème. Parce que moi, j'ai toujours été sur le poste et j'ai été recruté pour un autre poste et j'ai négocié ma sortie. C'est quelque chose qu'on le fait, c'est logique. Il n'y a même pas de souci. Et les responsabilités ou la réalisation, ça dépend de comment vous allez mettre ou encore les tâches effectuées. Tout ça, c'est juste essayer de dire ce qu'on a fait réellement. Donc, essayez de voir ici. On dit, il a dit coordination et supervision des projets d'une valeur de 3 millions d'euros financés par, donc c'est le bailleur, je ne vais pas aussi notre bailleur ici. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il essaie de communiquer dans cela? Ici, on peut vraiment en développer pour une page même. Mais ici, il essaie de dire qu'il a coordonné et il a supervisé un projet avec une enveloppe de 3 millions d'euros et le projet a été financé par tel bailleur. Ce qui est les informations clés à retenir ici. Il a assuré la tâche de la coordination et de la supervision. Il a géré une enveloppe de 3 millions. Donc, ça veut dire que s'il y a un autre projet de 3 millions ou même de 4 millions ou 5 millions, le recruteur dit que s'il a géré 3 millions, il peut gérer 5 millions ou il peut gérer moins. Et là, le recruteur a besoin de ça. Troisième information qu'il a essayé de communiquer, il a communiqué le nom du bailleur. Il y a des gens qui vont travailler sur un projet, mais ils ne vont pas essayer de sortir le nom du bailleur. Alors que dans le job description, il y a les recruteurs qui disent que connaissance des procédures de tel bailleur est appréciée, est un atout, ainsi de suite. C'est l'occasion de faire valoriser cela aux recruteurs. C'est pour dire que j'ai déjà travaillé avec tel bailleur. Imagine par exemple, tu as travaillé avec un bailleur de l'Union européenne. Une personne a la même expérience que toi. Il a travaillé par exemple avec le bailleur USAID. Et le projet que vous postulez, c'est un projet Union européenne. Toi, tu auras plus de la chance aux yeux du recruteur par rapport à la personne qui a travaillé sur un projet financé par USAID. Donc, vice-versa. Et donc, c'est très important de communiquer cela aux recruteurs parce que c'est la compréhension du processus. Maintenant, deuxièmement, il essaie aussi de dire gestion des équipes multidisciplinaires de 12 membres et des parties prenantes. Qu'est-ce qu'il peut communiquer ici à ce niveau? Ça veut dire qu'il a la capacité de gérer une équipe qui soit multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'ils ont de différents backgrounds. Par exemple, dans un projet où il peut avoir les experts nutritionnistes, il peut avoir les agronomes, il peut avoir voilà, les ingénieurs hydrauliques, j'en passe. Donc, c'est quelqu'un qui peut coordonner plusieurs personnes. Maintenant, il a coordonné 12 personnes. Ça veut dire que si tu as supervisé 12 personnes, tu peux aussi faire peut-être au-delà, au moins, ou la même chose. Donc, du coup, tu as une capacité de management parce que là, c'est un poste de manager. Et enfin, on dit augmentation de 20% de la production agricole grâce à l'appui technique et en intrants agricoles aux agriculteurs. Ça, c'est le résultat qu'il essaie de communiquer. C'est-à-dire que dans son projet, il a mis une approche, il a appuyé techniquement les agriculteurs avec les intrants, avec les connaissances. Et cela a permis d'augmenter le rendement à 20%. Ça, c'est le résultat que tu essaies de communiquer. Donc, du coup, ce profil-là, pour celui qui dit gestion de projet, coordination des activités, ainsi de suite, alors que c'est lui qui essaie de communiquer ces informations clés, vous voyez que c'est juste 3, mais ça résume toutes les tâches stratégiques auxquelles un chef de projet peut faire. Deuxième expérience, coordinateur de projet. Là, du coup, ce n'est pas dans le domaine humanitaire, ici, c'est dans le domaine un peu d'agriculture et de reforestation, autant pour moi. Donc, ici, c'est la même chose. On dit qu'il coordonne les initiatives de reforestation et de l'agriculture durable. Formation de 500 jeunes en technique agricole moderne et durable. Mise en place des partenariats avec 3 ONG locales pour les projets de développement communautaire. Donc là, on essaie aussi de communiquer l'information avec les chiffres, avec les résultats de ce qu'on a obtenu. Et cela nous différencie par rapport aux autres. On va continuer.
expérience-là. Ça, c'est pour la tâche d'un comptable. Donc ici, comptable entreprise à Bamako, Mali. Voilà. Donc, janvier 2021, décembre 2022. OK? Donc, du coup, on sait qu'il a fait plus ou moins 2 ans. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il essaie de communiquer ici? Il dit gérer les comptes des clients et fournisseurs, y compris la facturation, les paiements et les recouvrements. Tu vois ici qu'il y a assez d'informations qu'il a communiquées ici. Après cela, il dit utiliser, en tout cas, QuickBooks, c'est un logiciel pour assurer le suivi et les transactions financières et gérer les rapports mensuels. Donc, il y a certains cas, par exemple, dans le recrutement, ils vont mettre le logiciel, ils vont mettre connaissance de telle plateforme, ainsi de suite, et raison pour laquelle il faut choisir cette information. Mais si on n'a pas demandé ça, et qu'ils ont demandé que tu connais, mieux de choisir ce que, au fait, que le recruteur sollicite. Donc, c'est équivalent aussi pour les logiciels. Maintenant, enfin, il dit collaborer avec l'équipe de gestion pour préparer le budget annuel et analyser les performances financières. Donc, ça aussi, c'est des compétences qu'il essaie de communiquer au recruteur pour dire que voilà, c'est ce que j'ai eu à faire. Mais le recruteur sait aussi que tu as fait au-delà de ça, mais c'est des informations essentielles qui résument vraiment ton profil que tu essaies de présenter pour que le recruteur comprenne que voilà, tu es la personne idéale pour lui. Maintenant, pour le poste d'un responsable 1000, bon, pour ceux qui connaissent, c'est suivi, évaluation, apprentissage et redevabilité. Donc, c'est un terme anglophone, mais en français, on dit SIRA. Donc, pour les gens qui sont dans les projets, je pense qu'ils comprennent bien ça. Donc, dans une entreprise A, Bamako, Mali, donc janvier 2021, décembre 2022. Maintenant, ici, il a essayé aussi d'être plus un succès. Donc, il dit élaboration et mise en œuvre du système de suivi, évaluation, apprentissage et redevabilité. Pour ceux qui ne sont pas vraiment dans ces métiers, ici, par exemple, l'information qu'il a essayé de communiquer ici, c'est toute une page ou 2 pages où on peut développer cela. C'est-à-dire, pour mettre un système de suivi et évaluation, c'est-à-dire tu mets un système qui permet, en tout cas, tu mets en place les outils qui te permettent de faire le suivi. Tu peux faire les évaluations des projets. Tu mets un système aussi qui permet de collecter les informations pour apprendre sur le projet. Et tu mets aussi un mécanisme de redevabilité des plaintes dans le projet. Donc, c'est tout un système. On peut développer ça plus, mais on essaie d'être synthétique. En deuxième lieu, il dit conduite d'enquête de base et d'évaluation, y compris la rédaction du rapport. Qu'est-ce qu'il essaie de dire aux recruteurs ici? Ça veut dire qu'il a une capacité de conduire une enquête, de faire des évaluations, et il peut aussi faire des rapports, parce qu'en tant que suivi-évaluation, ce qu'on attend de plus, c'est des bons rapports. Et enfin, il essaie aussi de dire animation de sessions de formation pour le personnel local sur les techniques de suivi et évaluation, augmentant la compétence des équipes de 30%. Vous voyez que ici, il essaie de communiquer ce qu'il a fait et le résultat qu'il a obtenu. C'est pour dire qu'il a une capacité de faciliter les ateliers, mais qui sont orientés vers la gestion axée sur le résultat. Donc, c'est très important, c'est cette compétence-là qu'il essaie de communiquer au bailleur. Donc, ça, c'est les exemples que j'ai donnés. Je pense que dans vos métiers respectifs, je pense que vous pouvez bien adapter plus que cela, mais c'est juste à titre indicatif. Alors, on va évoluer maintenant. La formation ici. Comment présenter diplôme et certification? C'est très important. Alors, on ne va pas les présenter en pêle-mêle. Il faut vraiment les structurer. Il faut vraiment bien les catégoriser. Il faut d'abord présenter le nom de l'établissement. Le nom de l'établissement, c'est important parce qu'il y a des établissements qui ne sont pas reconnus, qui sont en tout cas, du point de vue de certaines organisations, bien sûr, excusez-moi. Il y a des organisations qui ont la liste, par exemple, des établissements qui reconnaissent que ce sont des établissements qui ont une bonne réputation et qui sont reconnus. Et là, si tu n'appartiens pas à ces établissements, souvent c'est les organisations des Nations Unies qui mettent l'accent sur ça. On te donne même la liste de ces universités-là. Tu pars là-bas, tu ne trouves pas la liste, le nom de ton université. Ah, ça, vraiment, tu ne seras pas privilégié par rapport aux autres qui ont des établissements qui sont reconnus. C'est là, il est important aussi d'avoir, en tout cas, faire des établissements qui sont reconnus. Et il faut essayer de communiquer ici.
le diplôme que tu as obtenu. C'est très important ici de mettre le diplôme que tu as obtenu. Même si tu n'as pas obtenu le diplôme, tu peux mettre toujours en parenthèse diplôme non obtenu. Et c'est important parce que quand tu essayes de dire, par exemple, si tu as fait une formation en management des projets, mais tu n'as pas eu le diplôme. Mais déjà, tu as des connaissances auxquelles tu as reçues pendant la formation. Et cette connaissance peut te servir. Tu n'as pas un titre, mais tu as la connaissance. Et donc, il est important aussi de dire au bailleur que voilà, diplôme non obtenu, mais en fait, la durée que tu vas mettre dans la formation, déjà, le recruteur sera. Ou encore, si tu n'as pas soutenu, il faut communiquer. Ou encore, tu es en train de faire un master en ligne, tu peux communiquer. Ou tu es en train de faire en présentiel, il faut toujours communiquer, c'est important. Et il faut aussi mettre la date de début et la date de fin. Toujours la date, c'est important. Et parce qu'il y a aussi la communication entre l'année que tu communiques dans le diplôme et aussi les expériences que tu as eues. Donc, il y a aussi cette transition-là. Il y a des gens, par exemple, qui ont eu des diplômes, peut-être licence, ils ont travaillé, après ils ont travaillé après ça, ils ont allé faire le master et ainsi de suite. Et là, ça permet aussi de combler le trou dans le CV. Bien sûr, il y a les trous dans le CV, et là aussi, on va essayer de dire comment il faut gérer les trous dans le CV. C'est-à-dire, c'est le trou dans le CV, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. Il y a des moments où peut-être tu peux mettre une pause et se consacrer sur autre chose. Il y a des moments aussi que tu peux aussi ne pas avoir les opportunités. Et donc, du coup, il y a deux choses. Mais ce qui est important, il faut essayer de voir qu'est-ce que tu as eu à faire, même si ce n'est pas dans le cadre formel, qu'est-ce que tu as eu à faire pendant cette période-là. Ou encore, si tu vois, par exemple, si tu as occupé le dernier poste que tu as occupé en 2015 et que tu mets, par exemple, 2016, 2017, 2 ans, tu n'as rien fait. Et ça, si tu n'essaies pas de communiquer au recruteur, ça inquiète le recruteur. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui n'a rien fait et du coup, la performance ne sera pas top, quoi. Donc, il faut essayer de communiquer. Par exemple, tu dis pause professionnelle et voilà, tu mets dans ça, qu'est-ce que tu as à faire réellement. C'est important. Et maintenant, la mention et la spécialisation. Oui, la spécialisation ou la mention, c'est bien. Par exemple, si tu as une bonne mention, peut-être, bon, aux aides recruteurs, la performance scolaire, toujours, c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas eu de bonne moyenne, ce n'est pas, comment dire, une condamnation à mort que ce soit. Tu peux toujours avoir des opportunités parce que les performances scolaires, beaucoup d'expériences démontrent que ça, il n'y a pas vraiment trop de la vie professionnelle, quelqu'un qui peut être meilleur dans la classe, mais peut-être dans le monde professionnel, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, le savoir-faire, le savoir-vivre, et ainsi de suite, c'est tous ces facteurs-là. Mais la spécialisation, c'est important parce que quelqu'un qui, par exemple, qui a dit qu'il a fait sciences politiques, mais alors que si on demande un poste à quelqu'un qui, au fait, qui est spécialisé dans le domaine d'analyse de conflits, mais c'est lui qui a fait sciences politiques et qui a fait les spécialisations, par exemple, gouvernance sécuritaire ou encore relations internationales, mais il sera plus privilégié parce que sa spécialisation communique plus. Ou quelqu'un qui a fait, par exemple, économie, mais il s'est spécialisé dans suivi et évaluation, et que c'est un poste suivi et évaluation qui ne communique pas, il ne sera pas beaucoup apprécié par celui qui a eu à mettre cela. Donc, c'est ça. La thèse ou le mémoire, c'est important de mettre ça. Parce que on essaie de voir sur un travail de réflexion, surtout dans les postes de management ou dans les postes de suivi et évaluation, voilà, de production de connaissances, tout ça. Les gens ont besoin de la capacité rédactionnelle. Et donc, la thèse ou le mémoire que tu essayes de ressortir ici, ça témoigne que tu as produit un travail de recherche et que tu as une grande capacité de réflexion et de rédaction. Et donc, ça te donne aussi un avantage. Et on peut aller au-delà. La thématique aussi que tu as pu à faire, à travailler dessus, ça peut être en lien avec la thématique du projet. Moi, par exemple, tout récemment, j'avais passé un entretien pour un poste où les recruteurs m'avaient demandé, il m'a dit, oui, j'ai vu que tu as produit un travail sur le changement climatique et la sécurité alimentaire. Voilà sur quelle base, sur quelle, comment dire, donner des références que tu t'es basé pour le faire et qu'est-ce que tu peux m'en parler plus. Donc, tu vois, le recruteur va au-delà de ça, donc ça veut dire que ça l'intéresse et c'est quelque chose qui compte pour lui. Et donc, c'est l'occasion pour toi de te vendre à ce niveau-là. Voilà comment ça se présente. Je pense que jusqu'à là, on est bien. OK. Alors, c'est un exemple. Donc, ici, on dit master en management des projets. On met entre parenthèses mention bien. L'Université de l'Afrique centrale. Bon, désolé pour mettre le nom, mais bon, c'est juste pour essayer d'être plus communiqué que plus. Et donc, l'année ici, on dit 2017-2019.
là où il a fait, c'est Yaoundé, au Cameroun. Donc, du coup, ici même, il est allé au-delà. Il dit par exemple les cours clés. Donc, les cours aussi que tu as fait, ce n'est pas de faire la liste de tous tes cours. Hein. On a bien dit cours clés. Donc, il dit planification stratégique, gestion des risques et gestion de la qualité. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut bien vendre. Surtout pour des personnes qui n'ont pas assez d'expérience. C'est l'occasion aussi de communiquer ce genre d'informations qui va témoigner de votre niveau de connaissance parce qu'on peut dire master en management de projet, mais ce qu'on fait à l'intérieur, c'est autre chose de telle université à telle université, on le sait. Donc, quand tu essaies de communiquer cela, ça va plus voir que ça va en droite ligne avec ce que le recruteur veut. Mais si c'est en adéquation, tes cours sont en adéquation, alors qu'il a demandé de management de projet, c'est l'occasion de ne pas mentionner ça. Parce que si tu mentionnes ça, c'est toi-même tu vas donner le couteau au recruteur de t'égorger à ce niveau-là. Donc, ici, il faut mentionner la thèse ou le mémoire, si c'est un travail, en tout cas, si il y a le mémoire. Maintenant, il dit licence en administration des affaires, Université Yaoundé, voilà. Donc, ici, par exemple, pour la licence, c'est juste une seule ligne, ça suffit. On a toutes les informations ici. Voilà. Maintenant, deuxième manière de présenter aussi, il y en a plusieurs, mais surtout qu'il faut savoir que quelle information tu dois communiquer. Le diplôme, l'université, l'année, le lieu, le pays. Voilà, ça c'est vraiment des informations clés à ressortir. La certification. Voilà, ça aussi, comment on peut présenter la certification. Donc, ne mélangez pas la formation avec la certification. C'est deux rubriques vraiment différentes. Quand vous mélangez, au fait, le recruteur va se perdre. Donc, il serait intéressant d'avoir une rubrique dédiée à la certification et une rubrique à la formation. Quand vous mélangez, du coup, le recruteur ne s'en sort pas. Donc, dans la certification, vous n'êtes pas obligé peut-être de mettre de telle date à telle date. Vous n'êtes pas obligé. Et du coup, alors que la formation, il faut les mettre. Donc, voilà, la personne a fait des certifications. Et aussi, il y a des gens qui ont fait des multitudes de certifications. C'est à ce niveau maintenant, il faut essayer de voir que tu n'es pas obligé de tout communiquer au recruteur. Ça, il faut vraiment mettre en tête. Tu n'es pas obligé de communiquer tout au recruteur. Si c'est un poste qui est dans le domaine de la santé et que tu as une formation en lien avec la santé, c'est intéressant de le mettre là. Si c'est dans la santé, mais si c'est un poste de manager, il est intéressant de mettre des postes dans les certifications qui sont en lien avec le management ou gestion des projets. Donc, tu peux choisir les certifications en fonction du poste. Donc, c'est pourquoi ça revient toujours qu'il n'y a pas un CV pour tous les postes, il y a un CV pour un poste. Voilà. Donc, c'est à peu près ça. Donc, moi, par exemple, j'ai fait beaucoup de certifications, mais je ne communique même pas ces certifications-là. Mais c'est en fonction des postes auxquels je présente que je peux choisir les certifications. OK? Ça aussi, c'est une autre manière de présenter. Ça, c'est mes expériences à moi-même. Je peux dire, voilà, la cartographie associée à l'ordinateur. Voilà, ici, j'ai essayé d'être plus en détail que possible. Donc, ainsi de suite. Donc, on peut juste choisir 2, 3, en tout cas en fonction du poste auquel on postule. C'est très important. Alors, on évolue maintenant vers la fin. Les compétences. Là aussi, c'est important. La compétence est différente de la formation, est différente des cours qu'on a eu à faire à l'université. Je vois souvent, surtout des étudiants, pas tous, mais ceux que j'ai eu à parcourir leur CV, ils vont te copier toute la liste de cours qu'ils ont eu à faire à l'université. Les compétences techniques sont des compétences qui sont en lien avec le poste que tu postules en lien avec ton profil. Mais les compétences transversales, ce sont des compétences qui sont valables pour tous les postes. Je donne un exemple. Tu peux dire que j'ai la compétence en travail d'équipe. J'ai l'autonomie dans le travail. J'ai une capacité d'innovation. J'ai une capacité, je ne sais pas quoi, d'initiative, ainsi de suite. Ce sont des compétences que les gens ont besoin dans tous les postes. Donc ça, c'est des compétences transversales. Alors que les compétences techniques sont liées au poste. Et les langages de programmation ou les logiciels, ainsi de suite, ça, c'est aussi en fonction des postes. Si le recruteur met en avant la connaissance de tel logiciel, imagine quelqu'un qui a fait la comptabilité et qui ne connaît pas Excel. Alors que cette compétence est indispensable, quelqu'un technique. Maintenant, compétences transversales, le leadership et la gestion d'équipe,
communication efficace, résolution de problèmes. Donc, on peut les mettre ensemble ou mettre différemment. C'est vraiment important. Et le recruteur, il a mis déjà ses compétences dans son job description. Alors, les langues et centres d'intérêt. Bien sûr, la langue, c'est vraiment le premier outil de communication. Le recruteur a besoin de savoir ton niveau de maîtrise dans chaque langue. Et d'ailleurs, les recruteurs, ils le mettent. Et aussi, il y a aussi un débat sur l'anglais qui s'impose de plus en plus dans le recrutement, surtout au niveau international ou encore au niveau des postes auxquels la personne communique avec le siège. Donc, la langue aussi, c'est vraiment un avantage. Hein. Il y a des gens qui ont par exemple 2 ans d'expérience, mais ils ont demandé peut-être 5 ans. Mais on préfère recruter quelqu'un qui a 2 ans d'expérience dans un poste, mais qui peut parler plusieurs langues. Il y a certains recrutements où la langue est indispensable pour le poste même d'ailleurs. Tu peux avoir une compétence technique, tout, mais si tu ne maîtrises pas la langue, tu ne peux pas. Donc, il faut mettre le niveau de langue, c'est important. Les centres d'intérêt, c'est important de ressortir au recruteur. Là, par exemple, la personne a présenté ça. Voilà, celui-là, il a présenté comme ça. Donc, c'est pour dire qu'il y a plusieurs manières de présenter, mais il faut vraiment être synthétique et communiquer l'information vraiment que tu souhaites que le recruteur sache. Donc, par exemple, celui-ci, il est allé plus dans le détail. Il a dit même les villes qu'il a voyagé, il a dit les pays qu'il a voyagé, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Et le sport, il a mis clairement. Et voilà, et il a aussi fait des bénévolats dans une association. Donc, c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Quand tu présentes les centres d'intérêt, il faut toujours voir en fonction. Par exemple, dans un poste où on dit que 60% du temps, tu vas voyager. Mais quand tu mets que tu aimes voyager, mais alors, c'est une bonne chose pour le recruteur. Maintenant, les références. Alors, faut-il inclure des références ou non? Ça aussi, c'est comment il faut les faire et quand il faut les faire. Donc, ici, les références, tu ne vas pas aller mettre le nom de ton papa, de ton frère, de ton épouse ou de ton époux, de ton meilleur ami. Non, ce n'est pas ça. On ne met pas n'importe qui en référence. On ne met seulement que des personnes qu'on a eu à collaborer dans une organisation qui sont en mesure de comprendre de manière générale ou de manière détaillée ce que tu as eu à faire sur un poste. C'est très important. On ne met pas n'importe qui là-bas. Et du coup, on va aller dans l'exemple. Le recruteur va essayer de voir la personne a occupé quel poste et quel est le lien avec cette personne-là. Pour des personnes qui n'ont jamais travaillé, qui sont des étudiants, il faut mettre le directeur des mémoires, s'ils ont produit le travail des mémoires de recherche, ou directeur de thèse, ou un enseignant qui te connaît mieux. Et il faut l'informer. La personne que tu mets aux références, il faut l'informer que moi, je voudrais mettre ton nom comme une personne de référence. C'est à lui de t'autoriser à le mettre. Et donc, du coup, lorsqu'il va recevoir des mails ou recevoir des appels, il a à mesure de dire. Parfois même, quand tu arrives, par exemple, au final, en tout cas, tu te finalises pour un poste, en ce moment-là, il faut avertir à tes personnes de référence pour qu'ils soient préparés et s'ils reçoivent un mail, il existe 3 personnes de référence. Donc, si le recruteur n'existe pas 3, bon, tu peux mettre 2, il n'y a pas de problème. Pour les étudiants, ça se comprend, tu peux mettre 1 ou 2, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, pour les postes de responsabilité, ceux qui ont de l'expérience, il faut vraiment mettre 3, c'est suffisant. Sur les 3, l'avantage est que si 2 personnes ont répondu favorablement et avec des bons témoignages, et qu'une personne a mal écrit sur toi, bon, on prend les 2, on laisse l'autre. Donc, c'est important à ce niveau-là. Voilà comment on peut présenter des personnes de référence. On n'est pas obligé de mettre pour toutes les organisations qu'on a travaillé. On peut choisir juste des postes stratégiques ou les postes qui sont pertinents pour nous en fonction de ce qu'on cherche. Voilà. Donc, ici, on a dit, par exemple, son nom, son poste, l'entreprise.
Vous voyez, entreprise X, Y, Z, ce que j'avais mis au début comme exemple, c'est ça aussi. Le téléphone, c'est important de mettre son téléphone avec l'indicatif et aussi mettre son adresse email. Et pour la deuxième personne aussi, c'est pareil. Donc on peut mettre 3, c'est suffisant. N'allez pas jusqu'à 4. Moi, dans mes expériences, je n'ai pas vu vraiment un recruteur qui a demandé jusqu'à 4, ça je n'ai pas vu. Donc si c'est 3, c'est suffisant. On peut mettre 1 ou 2. Voilà. Mais si le recruteur existe, que ça soit vraiment 3, il faut les mettre. Ok. Maintenant, il est important aussi de savoir la mise en forme. Ça, c'est très important. La mise en forme ici, il faut utiliser vraiment les polices qui sont claires et professionnelles. Il ne faut pas utiliser les polices fantaisistes, des polices qui vraiment qui ne sont pas... Regardez même des organisations. Quand ils publient les recrutements, vous regardez la police auquel certaines organisations utilisent pour publier. Et c'est important de voir aussi, parce que ces polices-là, au fait, c'est plus ou moins conventionnel pour eux, au fait. Donc, il faut essayer de suivre, aller dans cette logique-là. Par exemple, arrière, time new, roman, calibré, ainsi de suite. N'allez pas vraiment dans des polices qui va décourager surtout le recruteur pour aller loin dans ton CV. Et il faut aussi maintenir les marges équilibrées et les déplacements adéquats. Il ne faut pas entasser des informations comme ça, ne pas bien les structurer ou encore les condenser. Du coup, ça devient illisible et le recruteur ne va pas perdre le temps sur ça. Et il faut aussi utiliser par exemple des puces pour des listes de responsabilités et de réalisations. Oui, voilà, comme on avait utilisé, vous avez déjà vu à ce niveau-là. Il faut aussi inclure les sessions claires et bien définies. Par exemple, les titres qu'on a dit, les sessions formation professionnelle, non expérience professionnelle, formation, certification, ainsi de suite. Et j'ai oublié un truc. Il y a aussi des gens, par exemple, qui sont en tout cas, qui ont produit des articles, qui ont écrit des livres aussi. C'est important, après référence ou avant référence, ils peuvent aussi introduire le lien de leur article là-bas. Ils peuvent mettre le lien, mettre le titre de l'article. S'il y a le lien, ils peuvent aussi le mettre. S'ils ont écrit le livre, ils peuvent aussi le mettre là-bas. C'est aussi important. Mais s'ils en ont fait assez, et que si c'est un poste qui n'a pas trop à voir avec ça, tu peux mettre des articles qui se rapprochent plus du poste auquel tu poses par rapport à l'autre. Donc, il faut aussi envoyer le CV toujours dans le format PDF. Parce que, imaginez, tu envoies le poste dans le format, je ne sais pas, Word, auquel, dans certains CV, par exemple, on fait avec des cases et ainsi de suite. Le recruteur, du coup, quand il va ouvrir, vos fichiers vont s'éparpiller comme ça, alors que tu as bien organisé à ton niveau, où il n'a pas le même format, comment dire, la licence de Microsoft, du coup, il ne pourra pas vraiment bien regarder ton CV, donc il sera intéressant de le convertir en PDF. Et même les lettres de motivation aussi, il faut les faire en PDF. Et là, du coup, ça donne la possibilité à la personne de regarder ça. Maintenant, sauf une indication contraire du recruteur. Si le recruteur essaie de dire que vous envoyez la version Word, là, il n'y a pas de problème. Il faut essayer d'être dans la version de Word le plus possible et standard le plus possible pour envoyer. Et donc, du coup, c'est important à ce niveau-là de savoir comment. Et il faut aussi comment nommer ton CV. Il ne faut pas nommer avec des noms fantaisistes. Il faut nommer vraiment le CV avec ton nom. Par exemple, curriculum vitae ou CV de telle personne. Tu écris un titre qui parle, en fait. C'est aussi valable pour la lettre de motivation. Maintenant, il y a beaucoup de débats. Même dans notre plateforme, j'avais fait passer un sondage pour dire que, voilà, sur des personnes qui sont dans la plateforme, je leur ai demandé combien contient leur page de CV. Donc, il y a des gens qui ont dit une page, il y a des gens qui ont dit de 2 à 3, il y a des gens qui ont dit 4 et plus. Donc, c'est les gens qui ont sur la page de 2 à 3 qui sont la majorité. OK. Il faut savoir que le CV peut se tenir idéalement, je dis bien idéalement, sur une page. L'information qu'on a eu à faire en 3 pages ou en 4 pages, vraiment on peut le synthétiser en une page. Imaginez un étudiant qui sort d'une université avec quelques stages, il m'envoie un CV de 5 pages. Qu'est-ce qu'il peut bien raconter dans ce CV jusqu'à 5 pages?
s'il n'a pas copié vraiment ses cours pour mettre là-bas. Je ne dis pas pour dénigrer, mais c'est la réalité. Et ça vous bloque vraiment la chance d'avoir en tout cas, il y a des gens qui vont postuler comme ça sur 3 ans, 4 ans, sans être même appelés une seule fois par un recruteur, et ils ne vont jamais se mettre en cause pour dire que mais qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être qu'ils vont s'imbiber les choses et dire que non, bon, le recruteur il prend ses parents, ainsi de suite. Non, c'est pas forcément ça. Ça existe, mais c'est pas forcément ça. Donc quand tu postules comme ça, sérieusement pendant 6 mois, il faut déjà te poser la question. 6 mois, j'ai postulé, ou encore tu postules sur 10 postes, ou encore 20 postes. Voilà, il faut se te poser la question, est-ce que j'envoie bien? Il y a par exemple des cas, une personne qui est plus proche de moi tout récemment, où je me suis posé la question, il y a assez des avis de recrutement que j'ai partagé avec cette personne, mais il ne reçoit jamais le retour des recruteurs. Mais j'ai identifié son problème. Après, moi-même, me poser des questions. J'ai identifié que la personne, par exemple, n'envoie pas bien les mails. Il ne connaît pas envoyer les mails. Donc, j'avais fait aussi un webinaire sur ça. Donc, je ne sais pas, on aura peut-être l'occasion une autre fois de le faire. Donc, là aussi, c'est important de savoir comment aussi envoyer les mails, tout ça. Maintenant, j'ai dit au maximum 3 pages parce que il y a par exemple des CV pour des personnes par exemple qui ont changé plusieurs postes dans plusieurs organisations. Et donc du coup, même si tu listes par exemple s'ils ont fait 10 organisations. Donc imaginez pour 10 organisations au moins, ils ont 10 lignes, si on peut même citer directement le nom des organisations. Donc ça les amène à aller plus au-delà de ça. Mais pour des personnes qui ont moins d'expérience, écoutez, c'est le plus mieux d'avoir un CV d'une page qui présente vraiment l'information essentielle et peut changer en fonction des postes. Et voilà, l'idéal peut aller aussi à 2, mais un maximum à 3. Mais il y a des cas des professeurs des universités, bon, ça c'est des cas vraiment différents. Ça, bon, il y a des gens qui peuvent aller même quelque part, tout ça, c'est différent. Voilà. Donc, c'est en fonction de la particularité. Mais bon, si c'est dans le monde humanitaire et de développement ou entreprise que je connais plus ou moins, vraiment, un CV d'une page ou au maximum 3 pages peut faire l'affaire. Il y a des recruteurs qui vont exiger la page de CV. Alors, les erreurs aussi à éviter, c'est important. Ce que le recruteur n'aime pas vraiment voir, c'est les fautes d'orthographe. De nos jours, on a beaucoup de chances pour avoir vraiment des outils, une multitude d'outils qui nous corrigent les fautes d'orthographe, ainsi de suite. Vraiment, il faut essayer de corriger les fautes d'orthographe parce que ça dégoûte le lecteur quand il vous lit. Et c'est pas bien, c'est pas vraiment une bonne chose parce que la capacité de rédaction est quelque chose de très, très précise chez le recruteur. Et les informations incorrectes et incomplètes. Ça aussi, par exemple, tu dis, c'est là où j'avais dit 2021, tu mets un poste, la personne ne sait pas si, à quel moment tu as travaillé, à quel moment le travail a pris fin. Ça aussi, c'est des informations incomplètes. Le recruteur ne va pas se mettre dans la tête pour essayer de vous comprendre. Non. C'est vous qui devrez vraiment donner l'occasion à recruteur pour vous comprendre. Parce qu'il ne va pas être à votre place, imaginer des choses, ni seulement il ne peut pas aussi entrer en contact avec vous, non seulement il n'est pas autorisé, mais il n'a pas aussi le temps. Et comme j'avais dit au départ, 30 secondes, ça suffit. Il y a certaines organisations, même là, c'est les algorithmes qui traitent CV avant que ça n'arrive. Donc, du coup, les algorithmes là-bas, ils te bloquent là-bas avant que le CV ne vienne chez le recruteur. Donc, si tu n'essaies pas de mettre les termes qu'il faut dans les algorithmes, dans les plateformes de recrutement, surtout par exemple des Nations Unies, qui est très très bien circulé, là, du coup, ton CV ne parvient même pas au recruteur. Déjà, tu es éliminé au cours du chemin. Et il faut éviter aussi une présentation désordonnée. Tu vas avoir quelqu'un qui va prendre des certifications, il va mélanger avec la formation, il va prendre une expérience qu'il a fait depuis 2015, il va ramener en premier, il va ramener l'expérience récente au fond là-bas. Finalement, le recruteur se perd. Et le recruteur n'aime même pas voir ce type de CV, il va passer. Donc, j'ai aussi dit aussi un CV trop long ou trop court. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop long, il ne faut pas que ça soit aussi trop court. Donc, il faut essayer vraiment d'être synthétique que possible.